Le sang. Transfusé, il sauve chaque année des millions de personnes. Du sang, on extrait le plasma, un liquide précieux qui sert à fabriquer certains produits, des médicaments, indispensables notamment aux hémophiles. Mais de 1980 à 1988, le geste qui sauve devient synonyme de mort. Dans le monde entier, 30 000 hémophiles et plusieurs dizaines de milliers de personnes transfusées sont victimes d'un sang infecté par le virus du sida. C'est l'affaire du sang contaminé. J'avais 3 fils hémophiles. Et les médicaments que mes fils prenaient pour soigner leur hémophilie, qui est une maladie du sang, étaient en fait infectés par le virus du sida. C'est déprimant parce que j'avais cet avenir devant moi. Un avenir dont je pensais qu'il serait fait de choses intéressantes, sûres, confortables, avec un travail passionnant, un bon avenir. Tout ça a été balayé par la maladie. Charles-Édouard était un superbe bébé de 2,6 kg qui malheureusement pour lui a fait une jaunisse et qui a eu une transfusion banale qui ne m'a pas inquiété du tout. Il a été convoqué 3 mois après, le centre de transfusion, au courant du risque énorme de la transfusion sanguine et du sida, faisait vérifier sans le dire aux gens qu'ils avaient bien contaminé. J'avais 10 ans quand j'ai découvert que j'étais séropositif. On ne sait pas exactement quand j'ai été contaminé par le virus. Je ne voulais pas me laisser crever sans rien faire. Je voulais aller devant un tribunal pour me battre et obtenir des compensations. Enquête criminelle, révélation, procès. Aux États-Unis, au Japon, au Canada, en Allemagne, en France, l'affaire du sang contaminé est la plus grande catastrophe médicale du siècle. Les responsables, le cynisme des industriels du sang, l'incompétence, les négligences, la corruption et l'aveuglement de certains gouvernements et d'une partie du corps médical. Une catastrophe qui se conjugue encore au présent. Tous les jours, des hommes, des femmes, des enfants meurent. Nous, dans notre tête, c'était tellement simple de perfuser Yann, de soulager notre fils, de le voir vivre comme un enfant normal quand il avait ces produits-là. On n'avait plus le stress d'attendre dans les couloirs de l'hôpital pour le perfuser. J'avais les produits dans le frigidaire. Pour moi, je soulageais mon fils, je guérissais mon fils. J'étais loin de m'imaginer que j'étais en train de le contaminer encore plus petit à petit. Notre enquête débute là où le scandale commence, aux États-Unis. Hier comme aujourd'hui, le premier producteur mondial de médicaments dérivés du plasma. Au milieu des années 70, une poignée d'industriels domine le marché. Ils investissent alors des centaines de millions de dollars dans la production de nouveaux médicaments révolutionnaires, comme les facteurs anti-hémophiliques. Le sang se transforme en or. Les industriels brassent des milliards de dollars, 15 milliards de francs de chiffre d'affaires par an dans les années 80, 30 milliards aujourd'hui. En 1982, Tom Dries et sa société Alpha Therapeutic Corporation font fortune dans le sang. Considéré comme un traître par ses anciens associés, Tom Dries n'hésite plus à dénoncer son ancien milieu. Ce bâtiment-là, c'est la direction de l'entreprise. Regardez comme c'est kitsch. Ils ont fait construire 2 obélisques. C'est vraiment de mauvais goût. Nous étions l'OPEP du sang et du plasma dans le monde. Prenez un baril de brut de pétrole et les industries qui le raffinent, c'est le même principe. Pour gagner le maximum, les pétroliers doivent décliner le brut en essence, kérosène, fioul, gazole, produits chimiques, plastique, etc. Et dans l'industrie du plasma, c'est la même chose. Vous prenez une poche de plasma de 500 millilitres, bref, ce qui a été récolté. Et pour en tirer le maximum, vous devez séparer le plasma, les plaquettes de sang, les globules blancs, les globules rouges et tout le reste. Et à partir de là, votre plasma vous permet de fabriquer de l'albumine, des gamma-globulines et les facteurs anti-hémophiliques, facteur 8 et facteur 9. Tous ces produits doivent sortir de manière optimum. Et c'est comme ça que l'industrie fait le plus de profit.
Toujours plus. Le boom des produits dérivés du plasma démultiplie les besoins. 20 millions de litres de plasma par an dans les années 80. Les fabricants courent après la moindre goutte. Tous les moyens sont bons pour remplir les cuves. Problème de quantité, problème de qualité. Un seul médicament nécessite le sang de plusieurs milliers de donneurs. Un seul malade suffit pour tout contaminer. L'industrie du sang racole, les dons payants se généralisent. Pour le temps passé chez nous, vous serez payé substantiellement en fonction de la fréquence de vos dons. Nous vous offrons aussi des bonus pour les donneurs que vous amenez. Nous avons également des promotions saisonnières dans la plupart de nos centres. C'est notre façon de vous remercier pour nous aider à sauver des vies. Je suis une mère Rhésus négatif, mariée à un homme Rhésus positif. Et voici mes filles. Elles sont toutes deux Rhésus positifs. Grâce à des gens aussi généreux que vous, j'ai 2 filles merveilleuses et en bonne santé. Comment vous dire la chance que j'ai? Nous vous remercions toutes les 3. Qu'est-ce que vous dites, les filles? C'est payant d'être un héros. Les héros payés pour donner leur sang, l'Amérique les trouve surtout dans ces quartiers pauvres. Là où la qualité du sang récolté importe peu, il suffit qu'il ait la couleur des dollars. Mais les déshérités des grandes villes américaines ne suffisent pas à alimenter la pompe à plasma. Dans les années 70, un véritable pipeline relie les industriels du sang à l'Amérique centrale. Leurs centres de collecte se multiplient et gagnent un surnom, les boutiques à vampires. À chaque visite, on les payait l'équivalent de 2 jours de travail. Chaque semaine, on leur disait « mangez bien, mangez beaucoup de haricots, beaucoup de riz, prenez soin de vous ». On faisait de très bonnes affaires. On prenait soin de nos donneurs. Personne ne veut tuer sa poule aux œufs d'or. Les donneurs, c'est la base de tout notre business. Ces photos sont inédites. Elles ont été prises au Belize en 1984, au moment où l'épidémie de sida se répand. Ce centre de collecte de plasma est à l'époque sous contrat avec 2 multinationales, Alpha Therapeutics et Baxter. Les autorités sanitaires américaines, elles, ferment les yeux. On avait sous la main le top du top. Il y avait là les donneurs les plus sains qu'on pouvait trouver. Centre de surveillance des maladies d'Atlanta, le CDC. Dès 1981, ces chercheurs traquent, puis découvrent l'épidémie de sida aux États-Unis. Janvier 1982, le premier hémophile décède du sida. Il est américain. Mai 1982, le premier Européen sidéen est enterré. Il est allemand. C'est le premier cas de mort du sida chez un hémophile en 1982 qui nous a convaincus, nous et le reste du monde, que le sida était un virus. Un virus qui contaminait tout l'approvisionnement en sang des États-Unis et celui de tous les autres pays. La semaine qui a suivi cette découverte, nous avons invité les autorités sanitaires américaines et les banques de sang de tout le pays pour leur expliquer ce qui pouvait être fait pour faire face à cette situation. En plus de cela, nous avons publié toutes nos observations dès juillet 1982 dans notre bulletin hebdomadaire du CDC, le MMWR. Fin 82, le CDC déclenche l'alerte. Le sida est transmissible par le sang, donc par les produits sanguins. Le CDC informe le monde médical que ces produits sont potentiellement infectés. L'Europe s'alarme à son tour. Le 13 juin 83, la Commission européenne publie une recommandation ministérielle. Considérant l'ampleur d'un risque nouveau et grave pour la santé, le sida qui pourrait être dû à un agent infectieux transmissible par le sang et les produits sanguins. 1. Exposer le receveur à un nombre minimal de dons de sang lorsqu'il s'agit de transfusion. 2. Éviter l'importation de plasma et de facteurs de coagulation. Le 26 octobre 1984, le CDC publie une étude. Le virus peut être détruit. Il faut chauffer tous les produits sanguins. Le procédé est rendu public. Le CDC a organisé une réunion de crise sur le sida le 4 janvier 1983 à Washington. Étaient conviés les industries du plasma, la Croix-Rouge, la FDA, les groupes de libération politique homosexuelle, la Fondation nationale des hémophiles, etc. Et ils ont réexpliqué ce qu'ils nous avaient déjà dit en novembre. Et les gens se sont levés et ont critiqué les découvertes du CDC, en expliquant qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Ils m'ont également critiqué pour avoir pris des précautions.
Bref, ça a été l'une des réunions les plus hystériques auxquelles j'ai assisté. Les gens hurlaient, criaient. L'un des membres du CDC, le docteur Donald Francis, a tapé du poing sur la table en demandant « Combien de morts vous faut-il pour vous convaincre de faire quelque chose? Combien de gens doivent mourir de cette maladie ?» Parce que les gens commençaient à mourir à cette époque. Les professionnels ont répondu non et qu'ils étaient trop énervés par tout ça. Et c'est comme ça que tout a commencé. Annapolis, banlieue de Washington DC. Dans cet immeuble siège l'ABRA, la toute-puissante fédération américaine des industriels du plasma. Discrétion oblige, la plaque a été enlevée. Ils sont accusés d'avoir continué à vendre des produits infectés, malgré les mises en garde du CDC. Le patron de l'ABRA, Bob Riley, a accepté de répondre à nos questions. Condition préalable, la présence de ses avocats. Je pense que nous n'avons jamais commis aucune erreur dans le passé. En fait, je pense même que nous avons répondu efficacement à l'émergence de nouveaux virus. Nous avons adopté toutes les nouvelles technologies permettant de les combattre de façon à préserver la sécurité des produits contre tous les dangers. Immédiatement après la conférence avec le CDC à Atlanta, nous avons mis en place la sélection des donneurs de manière à écarter les populations à risque. Tom Dries apporte les preuves du contraire. Dès 1982, les scientifiques remarquent que les donneurs qui ont l'hépatite B sont souvent porteurs du virus HIV. Le test pour l'hépatite B existant, le CDC recommande donc de tester tous les donneurs et d'éliminer préventivement ceux qui sont positifs. Réaction des industriels. Les industriels ont eu une réunion le 19 décembre 1983. Une réunion pendant laquelle la FDA leur a demandé ce qu'ils comptaient faire pour écarter les donneurs dangereux en les testant. Un employé de Cutter rapporte dans un courrier que les industriels s'étaient réunis la nuit précédente pour se mettre d'accord sur ce qu'ils allaient dire à la FDA le jour suivant. Leur position, oui, on va mettre en place un comité pour évaluer la situation. On va étudier la possibilité de tester. Mais en fait, il s'agissait simplement d'une tactique pour gagner du temps. La responsabilité de l'administration américaine dans le scandale du sang contaminé est tout aussi accablante. Ces documents inédits en attestent. 4 décembre 1982, extrait d'un débat interne entre spécialistes de la FDA, le ministère de la Santé. Docteur Guéretti, vous préférez laisser les virus dans le produit sanguin qui est administré par les parents et qui fait l'objet d'un commerce aux États-Unis? Docteur Aronson, je voudrais que les choses soient claires, ce n'est qu'un virus théorique, ce n'est donc pas un virus. Il y a autant de relations entre le sida et un virus qu'entre la polio et un sapin. Les autorités sanitaires sont inefficaces, les industriels écoulent leurs produits sanguins contaminés, les premières victimes meurent. Quand le produit est mortel, cela signifie qu'il y a urgence absolue de rappeler tous les produits. Ils doivent alors venir chez moi et tout retirer de mon réfrigérateur. Ils doivent me le signaler et le prendre dedans parce que ça peut me tuer. Rien de tout ça n'a été fait. Les décisions prises l'ont été uniquement en tenant compte de l'argent. Il y avait pour 800 millions de dollars de produits à écouler dans le pipeline. Ils ont fait ce choix. Résultat, 10 000 hémophiles infectés. Entre 9 000 et 10 000 autres personnes l'ont été lors de transfusions et probablement d'autres qui n'ont pas été comptées. Corey Dubin souffre d'hémophilie. Depuis 1985, il sait qu'il est séropositif. C'est un révolté. À la tête d'une association d'hémophiles contaminés, le comité des 10 000, il voit mourir d'année en année ses militants. L'association ne rassemble plus aujourd'hui que 1900 hémophiles contaminés. Les transfusés, eux, n'ont pas réussi à s'organiser. Son existence n'obéit plus qu'à un objectif, les industriels du sang et l'État américain doivent payer. Ils savaient qu'ils avaient un gros problème. Ils ont choisi de l'aborder d'une certaine manière. Ils ont choisi de se préparer à des procès tout en laissant leurs produits sur le marché. Ils ont choisi de ne pas se soumettre à la loi fédérale, c'est-à-dire alerter les patients et retirer les produits de la vente. Louise Ray et son mari militent également au comité des 10 000. Leur histoire a mobilisé l'Amérique et a contribué à la prise de conscience du drame que vivent ces familles. Un projet de loi d'indemnisation porte le nom de leur petit garçon, et Ricky Ray, mort à 12 ans, au nom du profit. Parce que les enfants étaient séropositifs, on leur a interdit d'aller à l'école publique. Les restaurants ne nous servaient plus, les coiffeurs qui leur coupaient les cheveux ne voulaient plus, et pour finir, quelqu'un a mis le feu à notre maison. Un acte barbare qui s'ajoute au comportement criminel de l'industrie et de l'administration.
Plutôt que de faire un procès aux autorités, le comité des 10 000 exige du gouvernement une loi d'indemnisation. Le gouvernement doit réparer le mal qu'il a fait. Et l'argent est une bonne chose. Ça va aider des familles qui ont tout perdu. Mais notre véritable enjeu, c'est que le gouvernement reconnaisse et admette ses erreurs. Le gouvernement américain propose pour l'instant un chèque de 75 millions de dollars. Le comité en demande 750. Pour obtenir cette somme, ils ont choisi de se battre au cœur même du pouvoir, à Washington. Plusieurs fois par an, les responsables du Code se retrouvent pour préparer leur stratégie de lobbying. La Maison-Blanche nous a dit que notre projet de loi sera budgétisé très prochainement. On espère qu'ils nous indemniseront directement. On laisse la Maison-Blanche s'adresser directement au Congrès pour négocier. Ils ont promis de le faire. Ça fait 6 ans que nous sommes là et notre souci, c'est de faire en sorte que ces enfoirés bougent leur cul avant que nous soyons tous morts. Il ne reste que 1900 victimes sur 10 000. La mauvaise volonté du gouvernement a été tellement manifeste que notre pire cauchemar, c'est que cette loi d'indemnisation ne soit que pour les survivants. En plus de l'argent, on veut des excuses publiques, comme au Japon. Les excuses ne sont pas encore d'actualité aux États-Unis. Au Japon, la honte est publique. Je pense que vous nous avez traités comme des jouets. Nous sommes vos victimes à cause de votre obsession de l'argent. Vous êtes des assassins. Vous devez subir la même souffrance que la nôtre. Nous reconnaissons notre faute. Nous vous demandons pardon. En 1996, la culpabilité des dirigeants de Green Cross, une multinationale japonaise du sang. Une enquête du ministère de la Santé prouve que dès 1984, en toute connaissance du danger encouru, ces hommes ont profité de l'extrême dépendance du pays en matière de plasma pour importer des produits déjà interdits de vente aux États-Unis. Comme aux États-Unis, les hémophiles veulent venger leur mort. Les transfusés, eux, se cachent ou sont décédés. Le chiffre des victimes des transfusions n'est même pas connu. Au Japon, avouer sa maladie était déjà une mort sociale. Monsieur le député Satoru Yenishi a été élu sur un programme radical, briser le mur du silence autour du sida et faire condamner les industriels du sang qui l'ont infecté lui et 2000 autres hémophiles. La raison principale de l'affaire du sang contaminé au Japon est due à la corruption triangulaire entre les hauts fonctionnaires du ministère de la Santé, des médecins et des compagnies pharmaceutiques. C'est une tragédie causée uniquement par la recherche de l'argent. Les avocats des victimes ont réuni les preuves du scandale. Ils se battent depuis le début des années 90 pour faire condamner les coupables. Ce sont des colonies de vacances organisées par la société Green Cross. C'est une sorte de système de promotion pour leurs produits. À partir de 1985 et pendant 4 à 5 ans, Green Cross a continué à organiser ces voyages pour les familles qui s'inquiétaient du risque du sida. Elle affirmait qu'il n'y avait alors aucun problème et les encourageait même à poursuivre l'utilisation de ces produits. Regardez, là, vous avez une photo d'Abe Takeshi. Dans cet article de juillet 83, ce monsieur encourage aussi les patients hémophiles à continuer de se soigner avec des produits de facteurs concentrés. Et il explique ici qu'il n'y a aucun risque. Début des années 80, Abe Takeshi est le spécialiste des hémophiles. Il dirige aussi le groupe de travail sur le sida au ministère de la Santé. À ce titre, il est évidemment informé des risques de contamination. En 1983, il refuse pourtant l'importation d'urgence de produits chauffés. En 1984, il fait contrôler ses 48 patients avec les premiers tests de dépistage américains du professeur Gallo. 25 sont séropositifs. Le docteur Takeshi ne les informe pas. Depuis, il a perdu la mémoire. Dès que j'ai eu connaissance du rapport Gallo, j'ai immédiatement téléphoné au ministère de la Santé.
Je n'ai pas pu joindre mon correspondant habituel. Alors j'ai eu une personne au bout du fil, je ne sais absolument pas qui c'était. Toujours est-il que je lui ai dit que j'allais envoyer une copie de ce rapport Gallo. C'est ce que j'ai fait, mais j'ignore qui en a pris connaissance. Et par la suite, je n'en ai plus entendu parler. En 1995, le Parti démocrate, alors au pouvoir, nomme Naoto Kan ministre de la Santé. Sa mission, faire la lumière sur ce scandale du sang. Les faits sont terrifiants. L'industrie du sang a acheté le silence de son ministère et celui des médecins. Le problème au Japon, c'est qu'on a tenté de cacher la vérité dans les ministères. Il arrive fréquemment que l'administration japonaise cache la vérité. Elle essaie souvent de dissimuler ses fautes. La société Green Cross a probablement fabriqué et vendu le plus de produits non chauffés au Japon. Ils ont réussi à faire pression sur le ministère de la Santé dans le but de retarder l'importation des nouveaux produits chauffés. La multinationale Green Cross s'appelle aujourd'hui Yoshitomi. Ce sont eux qui possèdent Alpha Therapeutics aux États-Unis. L'ancien patron de cette société, Tom Dries, connaît bien leurs pratiques. Les Japonais ont acheté tout notre stock de produits non chauffés et l'ont vendu au Japon avec l'étiquetage « produits chauffés ». Alors qu'en janvier 1984, nous avons eu notre licence pour fabriquer des produits chauffés aux États-Unis, la maison mère japonaise a, elle, continué à vendre des produits non chauffés de 84 jusqu'en 88. J'ai témoigné dans un procès japonais et à cette occasion, j'ai rencontré un ancien cadre de Green Cross qui a admis avoir vendu des produits contaminés. Mais il m'a dit que c'était une erreur de papier. Ma réponse a été « Une erreur dans les papiers sur plus de 4 ans, ne me prenez pas pour un imbécile. » Ils savaient pertinemment ce qu'ils faisaient. Une culture d'entreprise particulière. Green Cross a été fondé par un criminel de guerre, Ruichi Naito. Il a été le numéro 2 de l'unité 731 des années 30 jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette unité faisait des expériences de guerre bactériologique. 3000 civils et prisonniers de guerre seraient morts dans leur laboratoire. When we were first acquired by Green Cross in 1978, Green Cross nous a rachetés en 1978. Et un an ou deux après, le docteur Naito m'a demandé « Pourquoi utilisez-vous le test OSRIA pour détecter l'hépatite B chez vos donneurs ?» Je lui ai répondu « Ce test est 10 fois plus efficace que les précédents. » Je lui ai aussi demandé ce qu'il utilisait. Il m'a répondu « Le premier test. » Je lui demande « Pourquoi? C'est dangereux. » Il m'a dit « De cette manière, on a beaucoup moins de résultats positifs. » Nous avons voulu en savoir plus sur les accusations qui pèsent sur les dirigeants de cette société. Au sourire de l'accueil succède le masque crispé du directeur de la communication lorsque nous lui demandons une interview après avoir essuyé plusieurs refus auparavant. Non, demain ce ne sera pas possible. J'ai déjà plein de rendez-vous. Non, vraiment, ça ne sera pas possible. Allez, arrêtez cette caméra. Aujourd'hui, son ancien président et 2 directeurs comparaissent devant le tribunal d'Osaka pour entendre le verdict de leur procès. Témoin attentif de ce procès, Ruei Kawada, 24 ans. Au Japon, Ruei est une figure emblématique pour les hémophiles contaminés. 15 ans de séropositivité, 15 ans de lutte. Aujourd'hui, c'est le premier jugement, le premier verdict. C'est l'aboutissement d'un long procès pénal, le début d'un processus qui va aller plus loin. Pour moi, c'est vraiment très important. Responsables, les industriels du sang sont également reconnus coupables. Le PDG de Green Cross, Renzo Matsushita, écope de 2 ans de prison ferme. Tsuyama, son directeur de la recherche d'1 an et demi, et Kawano, son directeur de la production d'1 an et 4 mois. Une première au Japon. Une société pharmaceutique est condamnée pour des motifs criminels. Je suis extrêmement surpris parce que le verdict est encore plus léger que la peine requise par le procureur du tribunal d'Osaka. Je suis en colère. Je trouve inadmissible que les patrons aient gagné des fortunes personnelles
en tuant des gens. Pour Rueil et sa mère, il reste un arrière-goût de victoire malgré tout. Prochaine échéance, le procès de Tokyo, prévu pour 2001, celui des médecins et des fonctionnaires du ministère de la Santé. Je trouve extrêmement difficile de vivre avec de la haine, de continuer de haïr des gens. C'est difficile. Je souhaiterais que les personnes qui ont commis ces crimes admettent pleinement leurs responsabilités. Cela leur permettrait de vivre plus humainement. Le fait qu'elles aient fait appel du verdict du procès d'Osaka montre à quel point ces personnes ont du mal à trouver le chemin de la dignité. Qu'elles reconnaissent leurs fautes m'ôterait un poids important, mais je n'abandonnerai pas pour autant l'idée de toujours chercher la vérité. Suprême délicatesse du ministère de la Santé, cette stèle posée à ses frais. Elle immortalise un crime administratif et une promesse, ne plus jamais recommencer les mêmes erreurs. Nous nous rappelons l'importance de la vie. Pour ne jamais répéter les mêmes erreurs comme celles commises dans l'affaire du sang contaminé, nous déclarons clairement ici faire le nécessaire pour obtenir la fiabilité et la sécurité des produits médicaux. Nous reconnaissons nos responsabilités. Nous avons causé la mort de plusieurs centaines de personnes. Nous avons construit cette stèle en leur mémoire. Le ministère de la Santé, août 1999. Notre enquête nous conduit au Canada. Une autre étape du malheur causé par les industriels du sang. Là, une grosse partie des stocks américains contaminés ont également été écoulés. Ville de Québec, David Page est hémophile. Le monde s'est écroulé autour de lui lorsqu'il a compris ce qui s'était passé. Il a échappé au sida, mais pas à l'hépatite C, la plus redoutable. Particularité du Canada, c'est la Croix-Rouge qui gérait ici le marché du sang. On croyait à la Croix-Rouge. C'était des gens qui ont sauvé nos vies et les vies de nos enfants pendant 35 ans. On n'avait pas de raison de croire qu'ils n'agissaient pas dans notre meilleur intérêt. On n'aurait pas dû. On avait appris par la suite qu'on nous bafouait. Qu'ont-ils fait en 1982, 83 et jusque fin 1984? Rien. Ils n'ont rien fait. Ce fut la réponse de la Croix-Rouge à un problème de santé publique. Ils n'ont rien demandé aux industriels qui fournissaient ces produits. Il est même prouvé dans notre enquête que la Croix-Rouge a refusé que les industriels mettent sur les étiquettes que ce produit pouvait être dangereux. Un industriel a proposé de l'inscrire à ses frais sur les étiquettes. La réponse du Canada a été « Ne faites surtout pas ça ». Pour la première fois, Marlise Edward accepte de témoigner. Cette avocate a fait partie de la commission d'enquête Creever sur le scandale du sang canadien. Des centaines d'auditions, elle a eu accès à tous les documents secrets. Le marché du sang a été passé au crible. Le rapport est accablant pour la Croix-Rouge et les autorités de ce pays. On n'a pas donné de directive, on n'a pas tenté d'écouler le vieux stock au profit, mais effectivement, en pratique, c'est ce qui est arrivé. Les preuves sont accablantes. Les produits non chauffés ont continué à être vendus jusqu'à ce que la Croix-Rouge ait massivement stocké des produits chauffés. Des stocks comme jamais elle n'en avait constitué auparavant. L'habitude de cette institution, c'était plutôt d'avoir des stocks d'une semaine. Là, c'était 2, 3 ou 4 mois de stock de produits sûrs qu'elle a amassés pendant qu'elle continuait à vendre des produits contaminés. Plutôt que de distribuer le plus rapidement possible des produits sûrs, l'option qui prévalait était, de toute façon,
Tout le monde doit déjà être infecté. L'enquête Creever n'avait pas le droit de blâmer qui que ce soit. Leur mandat était d'établir les faits. L'indemnisation fait en sorte que les poursuites aux civils contre les gouvernements, la Croix-Rouge, le Comité canadien du sang, les fournisseurs, les compagnies pharmaceutiques, sont impossibles. Par contre, ça ne les protège pas des poursuites criminelles. Depuis 3 ans, une unité spéciale de la gendarmerie royale mène l'enquête, accumulant dans le plus grand secret les preuves contre les anciens dirigeants de la Croix-Rouge et du gouvernement. Les plaignants attendent toujours que les présumés coupables soient jugés. L'enquête montre aussi que le Canada a été l'une des plaques tournantes du trafic de plasma. Des sociétés comme Cryosan y ont fait fortune, servant d'intermédiaire entre les États-Unis et l'Europe. Pour le commerce international du plasma, le Canada était une plaque tournante pour faire transiter des produits en toute tranquillité, sans tracasserie douanière. Alors qu'il existe une législation pointilleuse sur ce qui est importé au Canada, ce qui ne fait que transiter n'est pas surveillé. C'est ce qui explique que beaucoup de plasmas suspects achetés en dehors du Canada soient passés par le Canada pour y être blanchis avant d'être réexportés. Et tout passait principalement par Montréal. Principale destination de ce trafic, l'Allemagne. Ce pays importe 90% de son plasma, plusieurs millions de litres par an. Port d'arrivée, Hambourg. L'Allemagne s'approvisionnait notamment de cette manière. C'était en plus de très gros acheteurs. Des acheteurs qui en plus, bizarrement, achetaient plus cher que tout le monde. Les tarifs du marché dans les années 70 et début des années 80 étaient de 1 franc l'unité. Les Allemands, eux, l'achetaient 4 francs. Tous les industriels se disaient donc « vendons aux Allemands, ils achètent plus et plus cher ». C'était le plus gros marché mondial, plus important encore que le marché américain. Le docteur Brackmann, c'était le boss en Allemagne. On l'adorait parce qu'il achetait des quantités astronomiques de nos produits. Il ne se contentait pas d'en acheter beaucoup, en plus, il conseillait à tout le monde, hémophiles compris, d'en faire autant. Il disait « c'est la bonne méthode, nos patients se portent très bien ». C'était extraordinaire pour nous. Nous avons rencontré le docteur Brackmann. Associé à son oncle, le professeur Egli, il fonde au début des années 70 le plus grand centre de traitement des hémophiles en Europe. 800 patients sont traités. Bonn, ou le meilleur exemple de ce qui se passe en Allemagne. C'est ici que meurt du sida, sous les yeux de Brackmann, le premier hémophile européen. Hier comme aujourd'hui, sa particularité, des injections massives de produits sanguins. Ce sont des doses normales. 20 à 30 unités par kilo pour une personne, 2 ou 3 fois par semaine. C'est le traitement prophylactique habituel. Ça dépend des cas, bien sûr, mais tous nos patients sont suivis régulièrement. Cela représente 300 000 doses par an et par malade, coût 1 million de francs par malade. Mais le docteur Brackmann oublie de nous dire que ces doses sont 4 fois plus élevées que la moyenne et que son entreprise contamine jusqu'en 1984 la moitié de ses patients. Là, il y a tous les produits. L'ensemble de ce stock est destiné à 800 patients. Ça représente quelque chose, n'est-ce pas ? En Allemagne, la situation était particulière, car le centre de Bonn était sans doute le plus important au monde. Il y avait donc aussi une demande très importante de produits. C'est ce qui explique que beaucoup d'intermédiaires se soient installés autour de ce centre. Ils y ont flairé les bonnes affaires. Wolfgang Marger est l'un d'entre eux. Cet intermédiaire a appris les ficelles du métier avec les Américains. Il fait des bénéfices en achetant des produits américains bon marché, les revendant plus cher à Bonn. Grâce à la sécurité sociale allemande, qui a un taux de remboursement supérieur au prix du marché, Marger fête sa fulgurante ascension. Le principe de ces intermédiaires était surtout de bien camoufler leurs affaires. Leur technique
créer des sociétés boîtes aux lettres immatriculées en Suisse ou au Liechtenstein. Avec de telles boîtes aux lettres, il leur était possible de faire du commerce de produits avec le centre de Bonn, par exemple. Nous avons reconstitué l'itinéraire des produits à travers différentes sociétés au sein desquelles un nom revient souvent, celui de Marguer. Exemple Medil. Immatriculée au Luxembourg, elle est dirigée par un prête-nom, un certain Monsieur Petitjean. Wolfgang Marguer, que nous avons sollicité pour une interview, a toujours nié appartenir à cette société. Pourtant, des documents transmis par ses propres avocats prouvent qu'il en était au moins le fondé de pouvoir. À partir de 1982, Medil vend pour 25 millions de francs de produits toujours d'origine américaine au centre de Bonn. À cette époque, en 1984-1985, il y avait beaucoup d'intermédiaires en plus de Marguer. Ils en ont tous profité, en vendant des produits bon marché à des hématologues sans scrupules. C'est l'une des raisons pour laquelle tant de gens ont été contaminés. Peu de victimes ont osé dénoncer le scandale. Cette famille n'a pas hésité à s'attaquer aux mandarins du centre de Bonn. Si je parle aujourd'hui, c'est que je suis encore en colère, notamment quand je pense à toutes les souffrances qu'a endurées mon mari. C'est en son souvenir, car il aurait souhaité me voir continuer à raconter notre histoire, que je me bats encore pour la vérité. J'espère que cela profitera aussi à d'autres personnes. Mon mari était un combattant, toujours prêt à défendre ses convictions. Même s'il n'y a qu'une personne qui écoute cette histoire pour la première fois, ça vaut la peine de la raconter. Il faut réveiller les gens, qu'ils comprennent ce qui s'est passé. Quand des gens peu scrupuleux et obsédés par l'argent ont joué avec la vie de personnes qui leur faisaient confiance. Ce sont bien des produits Alpha du centre de Bonn qui ont contaminé Arnold Kramer. Il décède en 1989. C'est l'un des 400 patients sur les 800 du centre à avoir été contaminé. Je garde tous ces papiers. Je ne les détruirai pas. Je les garde pour ma fille, si elle veut savoir. Les papiers, c'est une chose, mais pour moi, la seule preuve qu'on nous ait fait du mal, c'est que mon mari est au cimetière. Des centaines de morts et une réponse sidérante du dirigeant du centre de Bonn. C'était le destin. Et rétrospectivement, je ne vois pas comment tout ça aurait pu être évité. La société Behring ne pouvait pas satisfaire toutes les demandes du marché allemand. Parallèlement, d'autres sociétés ont mis en place le procédé d'inactivation. Nous avons d'abord testé leurs produits, puis à partir de 1983, nous les avons donnés à nos patients. Après ça, plus de discussion, plus question de revenir aux anciens produits. C'est faux. Dans une lettre de juin 1984 que nous avons réussi à nous procurer et envoyer à tous ses patients, Brackmann en était encore à nier le danger du sida. Arnold Kramer, comme les autres malades, n'a jamais bénéficié de produits sûrs. Les pronostics qui disaient que le sida serait l'épidémie des années 80 ne sont pas confirmés. Les nouveaux cas de sida n'ont pris en aucun cas des proportions alarmistes. Les injections massives de produits contaminés ont continué jusqu'en 1987, date à laquelle les autorités allemandes ont enfin exigé des produits sûrs. Aucune des 3500 victimes allemandes n'a osé porter plainte contre la toute-puissante industrie pharmaceutique. L'industrie a même acheté la paix judiciaire, le prix du silence, une petite indemnisation, 200 000 francs par victime. Wolfgang Marguer, lui, est devenu l'actionnaire principal d'une multinationale, Octa Pharma. L'un des sièges se trouve ici, à Düsseldorf. En France, en 1984, l'interlocuteur incontournable d'un intermédiaire comme Wolfgang Marguer, c'est Michel Garetta, le directeur du Centre national de transfusion sanguine, le CNTS. À ce titre, il détient le monopole des importations et il lui arrive d'acheter des produits aux brokers, notamment à Wolfgang Marguer et ses sociétés Le Carsa et Medil.
Ces produits sont en partie vendus à ce centre internat pour hémophiles, Air et Soleil, dans les Yvelines. À l'époque, le plus important centre en France. 400 enfants et adolescents y sont soignés. Je regardais la télé et je me suis dit, j'ai entendu l'affaire du sang contaminé, j'avais 12 ans, 11, 12 ans, 13 peut-être à l'époque. Et j'étais dans la salle de bain et il y avait ma mère et je lui ai fait « Maman, et si ça m'arrivait à moi ?» Puis là, j'ai vu, elle a fondu en larmes et j'ai compris, j'ai tilté, j'ai fait « Ouais, bah, ça y est, c'est mort pour moi. » Jamais on nous a dit attention, on ne prend pas les produits parce qu'on a des petits soupçons, des choses qui ne vont pas bien. On ne nous a jamais dit quoi que ce soit. Dans des documents officiels que nous nous sommes procurés, les employés du centre de l'époque racontent. À cette période, il fallait absolument perfuser des produits chauffés. On ne pouvait les rendre à la société Médil. Une destruction aurait créé une perte. Il existait donc une possibilité de chauffage et de recyclage. Tous les lots ont été traités en même temps. Le chauffage a duré 1h30. L'autoclave en temps normal servait à la cuisson des légumes. Il fallait que tout soit terminé à l'arrivée des cuisiniers. Lorsque les flacons furent perfusés, Monsieur X m'a donné pour ordre de brûler les seringues et les flacons vides, discrètement dans le bois, derrière le pavillon. Une période où j'étais ravagé, révolté, je disais... Maintenant, je me rends compte, je disais des bêtises. Genre, je disais, ouais, je vais aller avec une seringue, je vais attraper tous ceux qui sont responsables et je vais les piquer, ou je vais leur mettre une balle entre les deux yeux. Mais c'est pas avec la violence qu'on règle les affaires. Donc, c'est pour ça que j'espère que le procès va se finir bientôt et que les gens qui doivent payer ce qu'ils ont à payer le paieront et qu'on n'en parle plus une fois pour toutes et que chacun puisse respirer et continuer à marcher de l'avant. Plus de 350 enfants sur 400 seront contaminés. 350 victimes de plus d'une soi-disant exception française. Officiellement, bénévolat, éthique et non-profit. Mais en France, la contamination est aussi importante que dans tous les autres pays. Des hémophiles, des médecins experts, il y en a plusieurs dizaines. Ces médecins sont parfaitement compétents, ils savent tout. Où sont-ils? Qui dirige les centres de transfusion? Des médecins, il y en a plus de 200 en France. Où sont-ils? Les médecins de ce centre et d'autres sont toujours mis en examen. Leur procès est imminent. Le risque d'une contamination par le virus HIV pris à la légère a déjà valu en 1992 à Michel Garetta une condamnation à 4 ans de prison ferme pour tromperie substantielle sur la qualité d'un produit et avoir sciemment laissé circuler des produits contaminés, des produits importés et français. Les intermédiaires vendeurs de ces produits n'ont jamais été inquiétés. Les enquêteurs français le constatent eux-mêmes en 1995. Aucun des dirigeants de la société Médil n'a pu être entendu, notamment messieurs Petitjean, Marguerre et Taube, en raison de la non-découverte de leur adresse. Pourtant, Marguerre est installé en France. Nous avons retrouvé sa trace en Alsace, à Lingolsheim, dans la banlieue de Strasbourg. Octapharma, la société dont il est l'actionnaire principal, a racheté dans les années 90 un site industriel à Rhône-Poulenc. Il y fabrique à grande échelle des produits dérivés du plasma. Marguerre a refusé de nous accorder une interview. La même chose au niveau politique. Le procureur, pendant le procès, a dit elle-même, mais là, il y a 4 personnes, il en aurait fallu 100. Fait unique dans le scandale mondial du sang contaminé. En France, un Premier ministre et 2 ministres comparaissent devant une juridiction d'exception, la Cour de justice de la République. Laurent Fabius et Georgina Dufoy sont relaxés. Edmond Hervé est reconnu coupable, mais exempté de peine. Depuis le scandale, les dons de sang ont dramatiquement baissé en France. Mais officiellement, la qualité du sang n'aurait jamais été aussi sûre. Le risque résiduel d'une contamination par des virus serait aujourd'hui, selon les autorités sanitaires, de 1 sur 1 600 000 dons. Nous interrogeons longuement des donneurs de sang avant leur don, sur leurs antécédents médicaux, sur leur mode de vie personnel. Chaque fois qu'un donneur vient donner son sang ou ses plaquettes, nous effectuons les tests biologiques réglementaires sur chaque don du sang. Et ce n'est qu'après la validation de ces tests biologiques que nous pouvons étiqueter, valider les produits sanguins que nous avons préparés. C'est la seule source pour nous pour pouvoir fabriquer des produits sanguins. La matière première pour les produits sanguins, c'est le don humain.
Tout le plasma provenant des centres de transfusion sanguine est transformé dans cette usine des Ulysses. Les médicaments fabriqués ici subissent désormais plusieurs procédés d'inactivation virale. Dépistage, prévention, les pays touchés par le scandale du sang contaminé semblent avoir pris des mesures de production et de contrôle rigoureuses. Depuis le scandale, les industriels du sang seraient surveillés. Notre enquête montre une autre réalité. La France fait encore parler d'elle aujourd'hui, ici en Autriche, au cœur de l'Europe. La police enquête sur un trafic mondial de produits dérivés du sang. Le procureur de la ville de Linz instruit ce dossier. Société boîte aux lettres, médicaments dangereux, l'affaire concernerait plusieurs pays européens. Les faits sont les suivants. L'entreprise Albovina, basée en Autriche, a importé sa matière première, entre autres, d'Afrique, via une entreprise basée en Suisse. Le plasma est reparti en Hongrie, Slovaquie ou Israël, entre autres, pour y être transformé. Ces produits finis sont réimportés en Autriche, où ils sont conditionnés et étiquetés en vue d'être commercialisés. Ils sont ensuite exportés via des entreprises françaises et suisses vers l'Asie. Dans le sang saisi par la police, on a trouvé le virus du HIV, l'hépatite C, un virus très dangereux, et des virus africains. L'entreprise française dont parle le procureur de Linz, c'est Biopharm. Nous avons trouvé son adresse à Saint-Denis. Sonnette, boîte aux lettres, porte close et un téléphone qui reste sans réponse. En communication avec la société Biopharm. Oui, monsieur Lahalle, j'insiste encore une dernière fois pour avoir une interview de vous concernant donc la société Albovina en Autriche. Bernard Lahalle, le patron de Biopharm, a refusé de nous rencontrer. Aujourd'hui, il déclare ne vendre que des produits laitiers et n'avoir jamais eu affaire avec la société Albovina. Pourtant, Biopharm est l'une des sociétés au centre de l'enquête. La police autrichienne estime que Biopharm a acheté pour 10 millions de francs de produits suspects à Albovina. Son nom et celui de sa société apparaissent aussi à plusieurs reprises dans des documents de travail d'Albovina, auxquels nous avons réussi à avoir accès en Autriche. Nous avons également retrouvé un ancien associé de la société Albovina qui a accepté de témoigner. En France, Biopharm était un des clients d'Albovina. Ils ont acheté nos produits. Si quelqu'un veut faire de l'arnaque aux médicaments, il peut le faire dans n'importe quel pays d'Europe. Ça dépend des associés. Il faut qu'ils soient tous au courant et qu'ils respectent la loi du silence pour ne pas éveiller les soupçons des administrations de contrôle. Si ces conditions sont remplies, alors c'est facile de mettre en place ce commerce à un niveau international. Une nébuleuse d'hommes d'affaires aux pratiques mafieuses qui opèrent en toute tranquillité au cœur de l'Europe. Dans ce business, il y a toujours une voie légale et une voie illégale. Par exemple, on achète une matière première illégale et on la mélange ensuite avec de la matière première légale. Les documents sont manipulés au besoin avec de fausses listes de donneurs, munis de faux certificats. Au bout du compte, j'ai obtenu un produit dérivé du sang avec un bon pédigré, prêt à être vendu en France, en Inde, au Brésil, en Chine ou encore en Espagne. Parfois, ça partait en Afrique par l'Espagne. Tout était possible. Et personne n'a jamais rien contrôlé. Aucune administration. Pas d'organisation mondiale de la santé.
Aujourd'hui, même les saucissons que l'on achète sont plus contrôlés que ces produits. Alors qu'officiellement en Europe, ces pratiques n'existent plus, nous sommes retournés aux États-Unis, le pays au cœur du scandale dans les années 80. Là, récemment, le ministère de la Santé, la FDA, a fait arrêter la production de la multinationale Alpha Thérapeutique. L'entreprise mélangeait des médicaments avalisés avec d'autres tout à fait illégaux. Les survivants du comité des 10 000 ne désarment pas et sont conscients de ces pratiques. Leur première victoire, faire partie des débats de l'administration américaine sur la sécurité du sang. Réunion tenue en présence des industriels. De l'intérieur, ils pèsent ainsi sur toutes les décisions. Les industriels du sang sont extrêmement puissants ici. Si vous réfléchissez une seconde, vous vous apercevez qu'ils contrôlent un bien essentiel pour la santé. Sans ces produits, les gens meurent. Donc on peut dire qu'ils sont en train de devenir un pouvoir de contrôle dont ils se servent pour contourner la législation. Leur pouvoir, c'est aussi le pouvoir de l'argent. Parfois, vous rêvez de leur casser la tête, mais bien sûr, vous ne le faites pas. Ici, on essaie depuis l'intérieur de changer la réalité de ce marché. C'est pour cette raison qu'on ne s'étale pas sur les questions brûlantes du passé. Mais il y a des jours où c'est très dur. On sort d'ici plutôt déprimé. On passe une heure sous la douche pour oublier qu'ici, il se passe des choses sales. C'est difficile et je pense que ces gens n'ont toujours pas appris les leçons. Ils ont la tête dure. Je suis persuadé qu'ils referont du mal. C'est une certitude. Ils referont du mal aux gens avant d'avoir vraiment compris. Il fallait vérifier ces inquiétudes. Direction la frontière mexicaine, un des lieux traditionnels de la collecte à risque. Frontière mexicaine, Ciudad Juárez, une ville champignon de plus de 2 millions d'habitants. Ici, on gagne peu d'argent, alors vendre son sang, ça aide à vivre. On leur donne 20 $ pour un demi-litre de plasma. Ils y vont 2 fois par semaine, ça leur fait 40 $. 2 fois par semaine, Pedro traverse la frontière pour vendre son sang aux États-Unis. Quand vous y allez pour la première fois, c'est 15 $. Sinon, à la fin de la semaine, ça vous fait 30 à 35 $. C'est pas rien. Avec ça, je fais le plein d'essence, j'achète des pièces pour ma voiture, ça me permet d'aider à la maison, je peux aider ma famille. Tous les jours, 50 000 Mexicains franchissent légalement la frontière pour travailler de l'autre côté du Rio Grande à El Paso. Les importations de plasma étant trop coûteuses, ce sont les donneurs qui viennent vendre leur sang. 1 litre de plasma par personne et par semaine. Des dizaines de milliers de litres sont ainsi récoltés chaque année. Comment ça va, les gars? Vous comptez rester combien de temps ici? Parce que j'ai besoin que vous me donniez au moins 2 fois. On reste au moins tout ce temps. C'est-à-dire? On pense rester 1 mois. 1 mois tous les deux? Oui. On voyage ensemble. Pour le premier don, vous aurez 15 $. Et quand vous revenez lundi, ce sera 25 $. On va enregistrer votre dossier et vous allez voir un docteur. Ok, j'ai besoin de votre passeport avec votre visa pour vérifier votre identité. Cette pratique est illégale. Nous sommes européens et au regard de la loi, ce centre ne devrait s'approvisionner que dans un rayon de 100 km. Que pensent les autorités américaines? Raúl Tellez surveille l'évolution des maladies transmissibles pour le comté d'El Paso. C'est un moyen rapide de se faire un peu d'argent. Pas besoin de vendre vos bijoux, il suffit juste d'aller tendre votre bras. Certains sont junkies, accros à la drogue. Ils ont besoin d'argent rapide pour se shooter. Certains peuvent avoir des MST. Ce sont des clochards, des gens qui passent dans le coin. Je veux dire qu'il y a beaucoup de refuges pour sans-abri. Il y en a beaucoup par ici et ils sont très proches des banques de sang. Pourquoi? Je n'en ai aucune idée. Des dizaines de milliers de morts hémophiles et transfusés non hémophiles, autant de familles dont les vies sont brisées, des centaines de procès passés, en cours et à venir, des milliards de francs d'indemnités, des industriels en prison, en Europe un chef de gouvernement et des ministres jugés. C'est le coût du scandale du sang contaminé. Le contrôle du sang et des médicaments s'est accru, mais reste encore insuffisant. Malversation, trafic, les vieux réflexes ont vite fait de ressurgir dans une industrie vitale où les bénéfices se chiffrent chaque année en dizaines de milliards de francs.